Ma fiancée a dépensé notre fonds de mariage pour son ex. J'ai gelé le compte, je n'ai rien dit, j'ai juste porté plainte. 2 jours plus tard, elle s'est présentée en hurlant à mon bureau, avec ses parents derrière elle. Moi, 29H, je suis, ou je suppose, j'étais un homme assez simple. J'ai un travail décent dans l'analyse de données, un petit appartement dont je suis fier, et un plan sur 5 ans qui, jusqu'à la semaine dernière, était parfaitement sur les rails. La pièce maîtresse de ce plan était Sophia, 28F, ma fiancée depuis 1 an, avec qui j'étais depuis 4 ans. Nous économisions pour notre mariage au printemps prochain. Nous avions convenu d'ouvrir un compte d'épargne à haut rendement distinct pour cela. Comme je gère nos finances, je suis meilleur avec les tableurs, elle les déteste, le compte a été ouvert à mon nom uniquement, un fait sur lequel nous nous étions tous les deux explicitement mis d'accord pour plus de simplicité. Elle virait sa part des économies sur mon compte courant principal, et je déplaçais le total combiné vers le fonds de mariage. Au cours des 10 derniers mois, nous avions amassé une somme respectable de $22 000. L'acompte pour la salle de réception était dû dans 3 semaines. Mardi dernier, je me suis connecté au compte pour vérifier le relevé d'intérêt. Mon cœur n'est pas seulement tombé, j'ai eu l'impression qu'il entrait en stase cryogénique. Le solde était de $3,500. Il n'y avait pas une seule transaction, il y en avait 3. Toutes effectuées le même jour. 3 virements assez distincts, chacun pour un montant différent, totalisant $18,500. Ils étaient espacés d'environ 1 heure, probablement pour éviter un signalement automatique pour un seul retrait important. Le destinataire était listé comme Dylan V. Dylan, son ex. Celui qu'elle décrivait toujours comme un artiste torturé, qui n'avait jamais eu sa chance. Je le voyais comme une sangsue manipulatrice, ce qui avait été un point de discorde important au début de notre relation. Elle avait juré qu'il était sorti de sa vie pour de bon. Pour effectuer ces virements, elle aurait eu besoin de mon identifiant et de mon mot de passe. J'ai réalisé, avec un haut le cœur, qu'elle avait dû me voir le taper sur son ordinateur personnel une centaine de fois. Elle connaissait mes habitudes. Elle connaissait le compte. Et elle a choisi d'exploiter cette confiance. Ma première émotion ne fut pas la colère, mais le silence. Un silence profond et creux dans ma tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai méthodiquement pris des captures d'écran des virements. J'ai téléchargé le relevé bancaire complet. Puis j'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à ma banque. J'ai expliqué que 3 importants virements non autorisés avaient été effectués depuis mon compte d'épargne. Ils m'ont posé une série de questions de sécurité, auxquelles j'ai répondu. J'ai confirmé que la sécurité de mon compte n'avait pas été violée par une partie externe, ce qui a mené à la conclusion inévitable que cela avait été fait par quelqu'un ayant un accès direct à mes identifiants. Ils ont immédiatement placé une suspension temporaire sur le compte et ouvert une enquête formelle pour fraude. Le deuxième appel était à la ligne non urgente du poste de police locale. J'ai calmement expliqué que je devais déposer une plainte pour vol. Un officier m'a dit de descendre au poste avec mes documents. Je suis resté assis dans ce poste de police stérile pendant 2 heures. J'ai montré à l'officier les relevés bancaires, notre budget de mariage écrit que nous avions élaboré ensemble dans une note partagée, et quelques messages textes où Sophia et moi discutions explicitement du seul et unique but de ce compte. Il a été étonnamment empathique. Il a pris ma déposition, m'a donné un numéro de dossier et m'a dit qu'un détective me contacterait. Puis je suis rentré chez moi. Sophia était là, fredonnant dans la cuisine en préparant des pâtes. Elle m'a embrassé en entrant. « Salut bébé, comment s'est passée ta journée ?»« Juste une autre journée, ai-je dit, ma voix égale. Pendant 2 jours, je n'ai rien dit. Je l'ai observé. J'ai répondu à ses textos. Je l'ai laissé parler des arrangements floraux et des robes de demoiselle d'honneur. Chaque mot était comme un petit grain de sable qui me broyait les entrailles. Je ne jouais pas un jeu. J'attendais simplement. J'avais mis les pièces en mouvement et je refusais de lui donner la satisfaction d'une dispute où elle pourrait transformer ma colère en excuse pour ses actions. La conséquence devait être clinique, officielle, indéniable. L'explosion est arrivée plus tôt que prévu, et au pire endroit possible. Ce matin, j'étais au milieu d'une présentation trimestrielle avec mon chef de département, Alan, et 2 vice-présidents seniors. Mon téléphone vibrait en silencieux dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Puis la voix de ma réceptionniste a retenti sur le haut-parleur de mon bureau, l'air troublé. « Jordan,
je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais votre fiancé est ici, et ses parents. Elle insiste beaucoup. Elle a dit que c'était une urgence médicale familiale grave. Avant même que je puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'est ouverte violemment. Le mensonge sur l'urgence médicale lui avait permis de passer l'accueil. Et elle était là, Sophia, le visage marbré et rouge. Derrière elle se tenait sa mère, Diana, l'air d'un nuage d'orage, et son père, Ralph, qui se tordait les mains. Jordan, la voix de Sophia était un cri perçant. Que as-tu fait? Le compte est gelé. J'ai essayé d'envoyer à Dylan le reste de l'argent pour son bail de studio et ça a été refusé. Silence dans la salle de conférence. Mes vice-présidents me fixaient. Alan m'a regardé, puis a regardé Sophia, son expression se durcissant. Je me suis levé lentement, ma propre voix dangereusement calme. Nous pouvons discuter de ça plus tard, Sophia. Je suis en réunion. Non, a-t-elle crié. C'est toi qui as fait ça. Tu as gelé notre argent de mariage. Comment peux-tu être aussi contrôlant? Diana, sa mère, a pointé un doigt vers moi. J'ai toujours su que tu étais un homme froid. Elle aidait un ami dans le besoin. C'est ce que font les bonnes personnes. Tu ruinerais ton propre mariage pour un peu d'argent? Un peu d'argent? 18 500 $? J'ai regardé par-delà eux, directement vers mon patron, Alan. Je m'excuse pour cela. Il semble que mon ex-fiancé ait confondu mon lieu de travail avec sa scène personnelle. Le mot « ex-fiancé » est resté en suspens dans l'air. Le visage de Sophia est passé de furieux à horrifié. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai enfin tourné toute mon attention vers elle. Le calme fabriqué que j'avais porté pendant des jours était toujours là, comme une armure. J'ai dit « ex-fiancé ». Tu as volé 18 500 $ de mon argent et l'as envoyé à ton ex-petite amie. Ce n'est pas aider un ami, c'est un vol qualifié. Et pour mémoire, je n'ai pas gelé le compte. J'ai signalé le vol, et la banque l'a gelé dans le cadre de son enquête. Une enquête qui a commencé parce que j'ai déposé une plainte contre toi et Dylan il y a 2 jours. Ralph, le père, a finalement parlé, sa voix faible. Une plainte à la police? Mon garçon, n'est-ce pas un peu excessif? C'est une affaire de famille. Quand cela implique les économies de ma vie et un crime, ça cesse d'être une affaire de famille et ça devient une affaire légale, ai-je dit, mon ton plat. Maintenant, vous trois, vous devez partir avant que je ne vous fasse escorter par la sécurité. Alors qu'ils étaient conduits dehors par la sécurité du bâtiment, qu'Alan avait discrètement appelé, Sophia a eu une dernière chose à hurler dans le couloir. Tu le regretteras, Jordan. Tu ne peux pas juste porter plainte contre ta fiancée. C'est toi le voleur. Tu as volé notre avenir. Je suis resté là. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Alan et j'ai dit, je suis vraiment désolé. Je vous promets que cela sera géré. Il a juste hoché la tête, un étrange regard de respect dans les yeux. Prends le reste de ta journée, Jordan. Va te remettre les idées en place. Alors me voici, assis dans mon appartement silencieux, qui semble maintenant souillé. Est-ce mal que leur crise de nerfs ne m'ait pas fait sentir coupable, mais juste justifié? Mise à jour 1. Les dernières semaines ont été une masterclass en manipulation et en retombées. Merci pour les commentaires sur mon post original, ils m'ont aidé à garder la tête haute. J'ai engagé une avocate le lendemain de l'incident au bureau, une femme vive et pragmatique qui a valu chaque centime. Au travail, tout va bien. Alan a été étonnamment compréhensif, et l'incident a été discrètement oublié, traité comme l'affaire privée malheureuse qu'il est. Mon emploi est en sécurité. Le cirque de Sophia et compagnie, cependant, a battu son plein. Le détective chargé de mon affaire a officiellement interrogé Sophia et Dylan. C'est à ce moment-là que la réalité a commencé à s'imposer à eux, et leurs tactiques ont changé. D'abord, il y a eu la campagne de dénigrement. Diana et Sophia ont raconté à nos amis communs et à la famille éloignée une histoire folle sur le fait que j'étais financièrement abusif, que l'argent était une propriété conjointe et que je le tenais au-dessus de sa tête. Elles ont dépeint le vol de Sophia comme un acte de désespoir pour échapper à mon contrôle. Ça n'a pas tenu. La plupart des gens qui me connaissent ont vu clair immédiatement. Quand cela a échoué, Sophia a essayé une approche plus directe. Un texto tard dans la nuit. Sophia, Jordan, il faut qu'on parle. Je ne me sens pas bien.
J'ai un retard de règles. Je pense que je suis peut-être enceinte. Mon sang s'est glacé pendant environ 5 secondes. Puis les conseils de mon avocate ont refait surface. C'était une manœuvre désespérée classique. Moi, si cela s'avère vrai, un test de paternité ordonné par le tribunal sera requis après la naissance de l'enfant. Cela ne change rien à la procédure pénale pour vol. Silence radio pendant 24 heures. La grossesse n'a miraculeusement pas été mentionnée depuis. Le grand final de cette phase fut une lettre recommandée d'un avocat qu'ils avaient engagé. C'était une offre formelle pour que tout disparaisse. L'offre? Je devais immédiatement contacter le bureau du procureur et retirer ma plainte. En retour, Sophia accepterait, gracieusement, un plan de paiement pour rendre l'argent. Le plan, 100 $ par mois. À ce rythme, il faudrait plus de 15 ans pour rembourser le principal, sans intérêt. La lettre qualifiait cela de « geste de bonne foi pour résoudre ce malheureux différend familial ». Ils étaient délirants. Ils croyaient sincèrement avoir les cartes en main. Mon avocate et moi avons rédigé une réponse très courte. Elle indiquait que nous rejetions leur offre et que nous avions l'intention de coopérer pleinement avec le procureur dans les poursuites. De plus, nous les avons informés que nous allions intenter une action civile pour récupérer tous les fonds volés et les frais juridiques associés après la conclusion de l'affaire pénale. Le week-end dernier, j'ai trouvé le cadeau de mariage que je lui avais acheté. Une belle montre minimaliste, gravée au dos, notre pour toujours, 18 mai 25. C'était une relique d'une vie qui était maintenant une illusion. Je l'ai vendue dans un prêteur sur gage. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour couper le dernier lien physique. Le poids de cet objet quittant ma possession fut un soulagement que je ne peux décrire entièrement. Mise à jour 2. La justice est lente, mais elle finit par passer. L'affaire pénale est maintenant close. Les derniers mois ont été un lambras de fer juridique. Sophia et Dylan ont été formellement inculpés. Leur avocat a tenté de faire classer l'affaire, mais les preuves étaient accablantes, les relevés bancaires, mon témoignage, l'aveu de Sophia à mon bureau et, la pièce de résistance, le compte Instagram public de Dylan. Il avait utilisé l'argent de notre mariage pour lancer une entreprise de vestes en jean sur mesure, exhibant des photos de matériel et de matériaux coûteux. Mon détective a adoré cette partie. Face à un dossier en béton, leur avocat leur a conseillé de plaider coupable. Les conséquences pénales. Sophia, elle a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié. Elle a évité la prison, mais c'est là que sa chance s'est arrêtée. Elle a reçu 5 ans de probation et a été condamnée à payer une restitution pour la totalité des 18 500 $, dont elle est solidairement responsable avec Dylan. Une condamnation pour crime l'a rendue fonctionnellement inemployable dans son domaine. Dylan, elle, artiste, a été plus durement touchée. L'enquête a révélé une condamnation antérieure pour fraude. Il a été condamné à 6 mois de prison pour recel de biens volés et est également responsable de la restitution. Son entreprise de jeans a disparu avant même d'avoir commencé. Le jour où le plaidoyer a été enregistré, je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de triomphe. Juste la finalité tranquille d'un chapitre qui se ferme. Mon avocate a déposé notre plainte civile le lendemain. La condamnation pénale en fait maintenant une affaire simple. Un autre jeu d'attente commence. Mise à jour finale. Cela fait 1 an et demi que j'ai découvert que ma vie était un mensonge. Je n'allais pas poster à nouveau, mais quelques événements qui semblent être une véritable conclusion se sont produits. L'action civile a été, comme l'avait prédit mon avocate, une affaire gagnée d'avance. La condamnation pénale a tout scellé. Le juge m'a accordé un jugement pour la totalité des 18 500 $, plus mes honoraires d'avocat, contre Sophia et Dylan. Mais comme quiconque a traversé cela le sait, obtenir un jugement et recouvrer l'argent sont 2 univers entièrement différents. Dylan est sorti de prison et a disparu, probablement dans un autre état. Nous ne verrons probablement jamais un centime de sa part. Sophia, avec un casier judiciaire, travaillait comme serveuse. Son salaire était saisi, mais après les impôts et ses propres frais de subsistance, je recevais environ 70 $ par mois. Un rappel sombre et pathétique de toute cette affaire. C'est là que les vraies conséquences, celles nées du caractère et non d'un marteau de juge, ont frappé sa famille. Les conditions de probation de Sophia étaient strictes. Elle devait conserver un emploi et, plus important encore, ne pouvait manquer aucun paiement de restitution. Quelques mois plus tard, elle a perdu son emploi de serveuse.
Au chômage et avec un paiement dû, elle risquait une violation de probation, ce qui pouvait signifier la prison. Et c'est là que ses parents, Diana et Ralph, ont fait leur dernier choix ruineux. Au lieu de laisser leur fille faire face aux conséquences de ses actes, ils sont intervenus. Ils ont commencé à payer sa restitution ordonnée par le tribunal pour la garder hors de prison. Ils payaient son loyer. Ils payaient sa voiture. Ils payaient ses frais juridiques du procès civil. J'ai appris par une connaissance commune qu'ils ont d'abord vidé leur épargne retraite. Quand celle-ci a été épuisée, ils ont pris une deuxième hypothèque sur leur fière maison de banlieue. Ils n'étaient légalement obligés de me payer un centime, mais leur besoin pathologique de protéger leur fille du monde auquel ils l'avaient élevée à se sentir en droit les a forcés à mettre le feu à leur propre vie pour la garder au chaud. La dernière interaction a eu lieu il y a environ un mois. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. C'était Ralph, le père de Sophia. Il semblait épuisé. « J'espère que tu es heureux, Jordan, dit-il, la voix rauque. Nous avons dû vendre la maison. Nous déménageons dans une petite location. Tu nous as ruinés. » L'ancien moi, l'homme qui existait il y a 18 mois, aurait ressenti une pointe de culpabilité. Mais cet homme avait disparu. « Je n'ai rien fait, Ralph. » ai-je dit, ma voix calme et claire. J'ai économisé pour un mariage. Sophia a volé cet argent. Quand elle s'est fait prendre, vous et Diana l'avez aidé à trouver des excuses au lieu de l'aider à prendre ses responsabilités. Chaque facture que vous avez payée et chaque bien que vous avez vendu est le résultat direct de vos propres choix. Vous n'avez pas été ruiné par moi. Vous avez été ruiné par votre refus de laisser votre fille faire face aux conséquences de son propre crime. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis un clic silencieux. Il a raccroché. Les paiements mensuels de restitution arrivent maintenant à temps, pour un montant légèrement plus élevé. Ils proviennent de la nouvelle adresse, beaucoup moins impressionnante, de ses parents. Je n'ai plus besoin de l'argent. J'ai reconstruit mes économies. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, dans un autre quartier de la ville. L'argent va sur un compte séparé. Peut-être qu'un jour, je le donnerai à un fonds d'aide aux victimes. La vie est calme maintenant. Je ne sors avec personne. Je ne sais pas quand je serai prêt à faire confiance à quelqu'un de cette manière à nouveau. Mais je ne suis pas malheureux. J'ai renoué avec de vieux amis, je voyage plus. La cicatrice est là, mais elle ne fait plus mal au toucher. J'ai appris que ma nature méthodique n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et j'ai fait face à la trahison la plus laide imaginable non pas avec des cris, mais avec du silence et des papiers. Je me suis éloigné de l'épave avec mon intégrité et mon avenir intact. Eux sont piégés dans une prison qu'ils se sont eux-mêmes construite, liés par un sentiment toxique de droit qui leur a tout coûté. Et en fin de compte, c'est une forme de justice plus profonde que n'importe quel tribunal ne pourrait jamais rendre.